Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous au milieu de ce champ de blé et de ce ciel bleu pour ce webinar qui est la première édition des rendez-vous de The Green Data. Voilà, ce sont des webinars que on a, on a choisi de vous proposer de manière régulière. On va essayer d'en faire un par mois autour de différentes thématiques et avec un invité phare. Et donc aujourd'hui, on accueille Damien Jourdan de Danone pour parler d'agriculture régénérative et d'empreinte carbone et d'utilisation de données pour la réduction de l'empreinte carbone. Voilà, moi je suis Jérémy Vinstin, je suis fondateur et dirigeant de The Green Data. Je vais vous dire quelques mots de The Green Data pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors il faudrait que ça marche, voilà. Donc, The Green Data, c'est une société qui va bientôt fêter ses 6 ans et dont l'objectif et la mission est d'aider les acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire à prendre de meilleures décisions grâce aux données, grâce à des outils d'aide à la décision qui sont basés sur le traitement de données et sur la modélisation. Et les sujets qu'on couvre et sur lesquels on aide nos clients, c'est des sujets assez variés, mais qui couvrent différents territoires des métiers agri-agro, la production, la commercialisation, les sujets de financement, de couverture de risques et de transition et de décarbonation dont on va parler aujourd'hui. On travaille pour des grandes banques comme le Crédit Agricole, assurances, coopératives agricoles, entreprises de l'industrie agroalimentaire, et on est une petite équipe de permanents très dédiée à ce qu'on fait, essentiellement des ingénieurs en modélisation, en data science et en IT, ce qui fait que ce webinaire va parler non seulement enjeux de Danone d'agriculture régénérative, mais aussi de cas d'usage et de mathématiques. Ne partez pas, ne vous enfuyez pas, vous allez voir, les mathématiques, c'est pas aussi ennuyeux que ce qu'on croit. Au contraire, c'est très sympa et en plus, ça permet de faire plein de choses. Voilà. Et on propose à nos clients des solutions sur mesure basées sur le traitement de données et des briques technologiques pour optimiser leur activité grâce aux données. Voilà, j'ai assez parlé. Je vais laisser la parole à Damien pour qu'il puisse se présenter et présenter les enjeux de Danone. Bonjour à tous. Merci d'abord à Green Data et à Jérémy en particulier pour l'invitation. Mon nom, Damien Jourdan. Je travaille dans l'Open Innovation chez Danone depuis quelques années, dans un rôle formellement qui est d'accompagner les projets d'innovation, en particulier les interactions avec les startups, d'être le sponsor, le champion en fait, de ces interactions-là entre le groupe et les startups, les organisations avec qui on souhaite innover. Plus généralement, quand même, je me présente plus comme un activiste de l'innovation, puisque les enjeux, quand même, dans les grands groupes, c'est aussi de passer à des systèmes beaucoup plus collaboratifs dans la façon de travailler, d'interagir, de gérer, de créer de la valeur avec pas seulement les acteurs traditionnels, les fournisseurs, même les fermiers tels qu'on le faisait au XXe siècle, mais vraiment de se pousser dans le XXIe siècle et non seulement d'apprendre les méthodes agiles de travail, de travailler avec des startups qui sont quand même des entités bien différentes des grands groupes, et donc de pousser cette façon de travailler, ce mindset dans une grande entreprise. Donc c'est beaucoup là-dessus que je me focus. Et aussi en termes de contenu quand même. Donc ça fait quelques années que je fais ça, mais ce qu'on a pu voir émerger ces 2 dernières années, en général je situe ça autour de 2019, c'est vraiment l'importance des sujets autour de la sustainabilité, qui est un terme que j'aime pas beaucoup. Je préfère beaucoup plus les notions de régénération, régénérative ou circularité, qui ont beaucoup plus d'implications et qui sont beaucoup plus forts. Mais on voit ces sujets-là qui émergent de façon très, très forte partout. Donc finalement, quand on parle d'innovation, maintenant, on va pratiquement… Mon job d'innovation chez Danone, c'est pratiquement faire plus que ça, parce que c'est le grand enjeu pour l'industrie agroalimentaire.
C'est demandé par les consommateurs, c'est demandé par les ONG, c'est demandé par tout le monde, par la planète au final. Et j'aime bien appeler ça, donc on utilise en anglais, c'est the Great Climate Awakening, c'est le réveil des gens de la société pour les enjeux climatiques. Et n'oublions pas quand même que l'agriculture est un des plus grands émetteurs de carbone et l'effet négatif sur l'environnement, alors que dans le même temps, on sait que ça pourrait être une des solutions les plus importantes également. Donc l'enjeu, il est juste là, c'est comment passer finalement d'une agriculture qui est délétère, en anglais on dit dégénérative, à une agriculture régénératrice. Et c'est vraiment un cheval de bataille dont l'agroalimentaire, pas que les fermiers, l'agroalimentaire doit absolument s'emparer. Donc Danone, Danone a une vision qui est quand même très forte, qu'on appelle One Planet, One Health, qui finalement est un synonyme de comment faire évoluer l'agroalimentaire dans une dimension plus régénératrice ou circulaire. On a aligné un certain nombre d'objectifs, dont celui du carbone avec les accords de Paris, des objectifs de neutralité à long terme, des objectifs sur l'agriculture régénératrice beaucoup plus court terme, en particulier en France, 2025. C'est un bon challenge, ça, c'est clair. Tout dépend, ceci dit, comment est-ce qu'on veut qualifier ce que c'est que l'agriculture régénératrice aussi. L'agriculture régénératrice est aussi à risque pour tout le monde de greenwashing, donc il faut vraiment garder et s'attacher à avoir des standards les plus hauts possibles dans ce domaine-là. Donc on essaye de s'engager aussi dans cette direction. Je vais avancer un petit peu, sinon Jérémy va me dire que je prends trop de temps. On a engagé c'est un petit peu l'historique avec Green Data. On a engagé avec Green Data, nous Danone et mon équipe, l'année dernière. C'était au travers d'un programme, d'un vraiment chouette programme avec Microsoft qui s'appelait l'AI Factory, qu'on a co-sponsorisé et développé ensemble. L'AI Factory for Agri-Food. On a sélectionné un certain nombre de startups / scale-up avec qui travailler main dans la main pendant toute l'année sur des proof of concept, sur des projets pilotes, dont Green Data, avec un petit challenge qu'au début, tout ça devait être en présentiel autour de Station F, et ça devient un tout petit peu plus compliqué, mais ça a aussi pu démontrer, ça a aussi d'ailleurs permis d'itérer, comme on l'a tous fait l'année dernière, mais comment on pouvait innover, y compris en méthode agile, y compris sur des sujets très concrets, de façon complètement autonome. Je crois qu'on ne s'est jamais rencontré en physique, Jérémy, finalement. On a l'impression de se connaître depuis plus de 12 mois maintenant, mais on ne s'est jamais rencontré en physique. J'ai hâte. C'est la réalité. Mais ça n'empêche pas d'avancer. C'est la beauté de la chose aussi. Donc on va vous raconter un petit peu ce qu'on a fait pendant l'année dernière. Comme je dérive et que je ne regarde pas les slides, donc l'enjeu du POC tel qu'on l'a développé avec Jérémy l'année dernière, c'était vraiment sur cette notion, encore une fois, sur ce domaine d'agriculture régénératrice. Nous, Danone, là où c'est intéressant quand même, c'est qu'on est une entreprise très intégrée. On fait des yaourts, mais on fait des yaourts en étant très proche des fermiers. On a quand même un réseau de fermiers, peut-être que Jérémy maintenant connaît plus le nombre que moi même, mais en tout cas, on travaille avec des milliers de fermes avec qui on est très proche. On est très proche en termes en particulier de faire évoluer, de les aider à faire évoluer leurs pratiques vers plus de sustainability ou de pratiques durables. Et donc, tout l'intérêt, c'est de pouvoir commencer à travailler avec des entreprises telles que The Green Data pour tester des nouveaux concepts avec quelques fermes ou dans une dimension limitée, mais avec le potentiel derrière de l'implémenter pour potentiellement toutes nos fermes. Et là, ça devient quand même assez intéressant au niveau impact, et puis même au niveau de la poussée, du push que l'on peut faire avec l'ensemble de ce type d'agriculteurs. Donc, d'où on partait, nous Danone,
on travaille quand même avec des données. On a un certain nombre d'outils, Jérémy me les a rappelés quelque part, Farmbook, Cool Farm Tool, qui nous permettent de collecter les données, d'avoir peut-être quand même, on peut dire, pléthore de KPI, de données sur des centaines de fermes déjà depuis un certain nombre d'années. Par contre, là où on avait tout de même encore un besoin, c'est comment est-ce qu'on fait davantage parler ces données avec des expertises de data scientists que Green Data peut apporter. Et puis ensuite, mieux utiliser ces données de façon plus rationnelle, de façon plus efficace surtout, pour modéliser. On sait très bien que toutes les démarches de transition d'agriculture régénératrice ont un coût, ont des risques. Ce n'est pas un one-off, on ne claque pas des doigts pour transformer une ferme d'une manière conventionnelle de produire à une manière plus régénératrice. Donc, ça demande des essais, ça demande souvent des essais qui sont plus ou moins à l'aveugle quand on n'est pas suffisamment dirigé par les données. Et donc, l'opportunité ici, c'était de commencer à modéliser un certain nombre de paramètres, mieux les comprendre, les modéliser pour rentrer de plus dans du prédictif. Avec l'idée, encore une fois, de rendre plus facile l'amélioration, à minima l'amélioration des pratiques au niveau des fermes, comment être plus targeté, plus sur les interventions que l'on veut faire en ayant ces modèles prédictifs, réduire le nombre d'erreurs et réduire les coûts associés. Et idéalement, ensuite, aller carrément sur trouver la façon la plus directe, à plus bas risque et à moindre coût pour effectuer la transition agroécologique de ces fermes. Donc, oui, si je Jérémy, peux. la suite, voilà, tu vas passer là. Je suis en train d'anticiper, c'est ça. Je suis en train d'anticiper. Donc, à quoi ça ressemblait? Celle-là, elle est encore pour moi, je crois. Voilà, à quoi ça ressemblait? Toujours dans l'idée d'innovation, quand on innove et qu'on fait un POC, un proof of concept, ça révèle par son nom, hein, c'est vraiment quel est le test le plus simple, à moindre coût, et le plus rapide que l'on peut mettre en place pour commencer à démontrer l'efficacité de l'approche. Donc, l'idée, c'était certainement pas, au travers du programme l'année dernière, d'essayer de commencer à modéliser toute une ferme. On s'est attaché à un premier KPI qui est important pour tout le monde, donc aussi pour nous, c'était le CO2, l'émission des CO2 des fermes, dairy. On sait que c'est un enjeu relativement de taille pour toute l'industrie dairy, qui est riche en impact de CO2, qui est effectivement une des priorités ultra importantes de Danone, de réduire cet impact. On sait qu'à terme, ça peut aller beaucoup plus loin d'ailleurs, au travers comme l'adage le dit, it's not the cow, c'est pas la vache, it's the how, c'est comment on produit. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer la façon dont on produit pour réduire au maximum, voire plus, l'impact CO2 de ces élevages. Donc voilà, ça c'était vraiment la première étape. Prendre les données, c'est ce que Jérémy va décrire de façon beaucoup plus efficace que moi dans les minutes qui vont suivre, c'est comment modéliser, comment prendre ces données, commencer à les faire parler et arriver à un premier modèle prédictif pour un certain nombre de fermes qui nous guide dans cette réduction des émissions de CO2. Si j'oublie rien, Jérémy, c'est à toi. Tout à fait. Merci Damien pour cette intro. Donc effectivement, dans le sujet de l'agriculture régénérative, la première chose auquel on s'est attaché, c'est bien, c'est bien le sujet du CO2, qui est une première étape qui nous a semblé en fait la plus efficace. À la fois parce que quand on a analysé les données, on s'est rendu compte que c'était les données les plus, on va dire, les plus simples à travailler et qu'en fait, on était capable de trouver des cas d'usage intéressants et pertinents le plus rapidement possible. Donc, pour nous, c'est vraiment une première étape avec Damien et Anko, d'ailleurs, on a formé une équipe, une Dream Team à 3 pour ce POC. C'était vraiment l'idée d'arriver à démontrer très vite des cas d'usage intéressants que je vais maintenant vous présenter dans le cadre de ce prototype. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que vous pouvez poser des questions via le chat.
La présentation dure environ 40 minutes et à la fin, on essaiera de faire le maximum pour y répondre. Et j'espère que vous en aurez beaucoup, vous allez voir, c'est intéressant. Donc, comment marche ce prototype? Donc, ce prototype, il se base sur les données de Danone. Il se base sur les données d'un outil qui s'appelle Cool Farm Tool, qui est un outil d'audit et d'estimation des émissions de CO2 des élevages. Voilà, si vous allez sur Internet, vous tapez Cool Farm Tool, vous verrez, c'est un outil qui est quasi public, en tout cas qui appartient à une association et qui fédère en fait un certain nombre d'acteurs de l'agroalimentaire autour de cet outil pour justement stimuler la mesure des émissions carbone dans les exploitations agricoles. Donc, à partir de ces données-là, en fait, on a fabriqué un estimateur statistique qui permet de faire à la fois une estimation statistique de l'impact carbone des élevages de Danone à différentes échelles, donc au niveau d'un pays, au niveau d'un groupe de fermes ou au niveau même d'une ferme, de le faire de manière simplifiée, donc de le faire de manière en fait statistique sur la base du panel, et ensuite de pouvoir faire de la simulation. Et donc, en fait, ici, par exemple, je suis le country manager de l'Espagne, hein, comme vous le voyez, et donc j'ai une estimation de mon empreinte carbone de l'ensemble de mes élevages, qui est aujourd'hui de 1,3 kg de CO2 par kilogramme de matière sèche. Et en fait, mon objectif corporate, l'objectif que j'ai à 5 ans, par exemple, hein, c'est d'aller atteindre 1,1 kg de CO2 par kilogramme de matière sèche. Et donc, ma problématique en tant que country manager, c'est d'arriver à définir une trajectoire crédible, d'arriver à définir une stratégie de manière rapide qui puisse me permettre d'identifier les bons leviers que je vais pouvoir avoir pour atteindre mes objectifs. Donc, on est vraiment dans du planning stratégique. Et en fait, le simulateur qu'on a développé permet, sur la base d'un certain nombre de paramètres qui ont un fort impact sur le CO2 et je vous expliquerai ensuite dans la suite de la présentation comment on a fait pour isoler ces facteurs et comment fonctionne le moteur qui a derrière, le moteur de simulation qu'il y a derrière. On va ouvrir le capot et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en fait, en termes d'usage, vous voyez, c'est extrêmement simple. Je suis capable de dire qu'est-ce qui se passe si d'ici 3 ans, j'accrois le pourcentage de matière grasse du lait de 10%. J'ai un impact direct sur la réduction de CO2. Qu'est-ce qui se passe si j'accrois la productivité de mes vaches, par exemple, de 2% sur les 5 prochaines années? Et donc, en fait, je suis capable comme ça de pouvoir simuler différents leviers d'impact qui sont typiquement la nutrition, le kilogramme, enfin la quantité de soja que je vais donner à mes vaches, le pourcentage d'alimentation qui est produit en ferme à l'intérieur des élevages. Donc, en fait, j'ai un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres métiers très, voilà, qu'on a sélectionnés et qu'on a co-construit avec le métier et qui permettent, en fonction d'une temporalité, donc évidemment, il y a des stratégies que je vais mettre en place en 4 ans, d'autres en 5 ans, d'autres en 3 ans, etc. Et qui me permet en fait de définir une trajectoire au niveau d'un pays et de pouvoir voir en combien de temps je vais atteindre mes objectifs au niveau de ce pays. Voilà. Et en fait, je dirais que ce qui est nouveau et ce qui est un peu unique dans ce simulateur, c'est que c'est un simulateur qui est uniquement pour le moment, dans une première version, un estimateur statistique. C'est-à-dire qu'on s'est véritablement basé sur les données de panel de Danone, un peu comme quand vous faites un sondage et que vous estimez les résultats des élections. On a véritablement fait un estimateur statistique des émissions de CO2 pour l'ensemble des élevages de Danone, ce qui permet de faire des outils de simulation qui sont très simples et très ludiques et très faciles à faire. Voilà. Et donc, en fait, en termes de cas d'usage, vous avez ici un cas d'usage qui est au niveau du pays. Donc, en tant que country manager, je définis ma stratégie au niveau de mon pays, ce qui reflète en fait aussi l'organisation de Danone et les processus de décision de Danone. Danone, il y a des décisions qui sont prises au niveau corporate, au niveau des pays et au niveau des régions et au niveau des fermes. Donc, vous avez une articulation de prise de décision avec différents types de plans qui doivent être cohérents les uns avec les autres. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce simulateur, c'est qu'on montre qu'on est capable de simuler à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un groupe de fermes. Donc ici, par exemple, vous avez le groupe de fermes de Catalogne à l'intérieur en Espagne. Et on peut descendre jusqu'à la ferme avec les différentes fermes avec qui Danone travaille au niveau de chaque pays.
Donc, en fait, derrière ce cas d'usage, il y a plusieurs cas d'usage, hein, mais il y aura probablement même plusieurs outils au moment où on va industrialiser ce démonstrateur. Il y a un outil pour les country managers pour faire du pilotage et de la planification au niveau global. Et il y a un outil au niveau des fermes managers, au niveau des farm managers, pour faire de la conversation avec les éleveurs et pour être capable de définir au niveau de chaque exploitation quels sont les bons leviers qui puissent permettre d'être cohérent avec la planification nationale. Et il y aura même probablement des outils mis à disposition des éleveurs eux-mêmes pour leur permettre de suivre justement le plan, pour être capable de suivre leur trajectoire vers la transition vers l'agriculture régénérative. Voilà. Donc, un estimateur qui est à la base d'un simulateur. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir le capot de cet outil-là, qui paraît trop beau pour être vrai, hein, et de vous montrer un peu comment, grâce à de la modélisation mathématique très contrôlée, on est capable de faire des estimations et de faire des simulations crédibles. Alors, je reviens sur voilà, mon écran. Hop, 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 hop. Reprendre le diaporama. Alors, tout d'abord, peut-être avant de rentrer dans le détail des mathématiques, peut-être revenir sur la méthodologie qui nous a permis de fabriquer ce simulateur-là. Ce qu'il faut bien comprendre dans le travail qu'on a fait avec Danone, c'est qu'on est véritablement parti d'une feuille blanche dans le cadre de ce programme. On est parti des besoins que Damien a exprimés tout à l'heure. Danone est arrivé en nous disant, voilà, on a des données, on aimerait bien accélérer le déploiement de l'agriculture régénérative. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Bon, j'exagère un peu, mais c'était un peu ça quand même, hein, Damien. Je ne sais pas si ce que tu en penses, mais voilà. Donc, en fait, un des gros travaux qu'on fait avec nos clients, et surtout dans des démarches exploratoires comme ça, où on essaie d'identifier vraiment où est la valeur et quels peuvent être les bons cas d'usage, c'est de faire ce qu'on appelle de la maïeutique, c'est-à-dire de faire une phase de maïeutique où on échange et on essaye d'identifier quel est le bon cadre du projet. C'est comme ça qu'on a identifié le cadre du CO2, en se disant que c'était une première bonne étape qui allait nous permettre d'aller plus loin ensuite, et que c'était on va dire un bon cas d'école pour être capable de faire un démonstrateur. On aurait pu choisir de partir sur le bien-être animal ou de partir sur d'autres types de modélisation, mais quand on regarde les données, quand on regarde les cas d'usage qui sont possibles, en fait, finalement, on arrive à converger vers un projet qui correspond au prototype que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une étape de maïeutique qui a duré à peu près 4 semaines, 4-5 semaines, où on a eu beaucoup d'allers-retours avec Damien, avec Anco, avec le métier, etc. Ça a été parfois un peu douloureux. Parfois, on a eu des idées qui, en fait, se sont révélées pas de bonnes idées. Et finalement, à la fin, on est arrivé à converger en se disant, voilà, c'est ça le prototype c'est ça qu'il faut qu'on démontre, c'est ça qui crée de la valeur, et c'est ça la bonne première marche, la bonne première étape. Et ensuite, une fois qu'on a avancé sur cette étape de maïeutique, on a pu définir le cadrage de ce projet-là, et ensuite dérouler l'ingénierie data et aller jusqu'au démonstrateur. Voilà, Damien, ça n'a pas été trop douloureux pour toi, cette étape de maïeutique? Je sais qu'on a eu quelques Non, sur. mais ça faisait partie du cheminement, hein. Je pense qu'avec, on sait toujours, dans n'importe quel projet d'innovation, de toute façon, la meilleure garantie de succès est de poser les bonnes questions et d'explorer les bonnes questions. Et une fois qu'on a exploré les bonnes questions, on a fait 80% du travail. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on n'est pas du tout parti avec… on est parti avec plus une vision de ce que comme tu l'as dit, hein, comment est-ce qu'on peut avancer plus vite sur les thématiques d'agriculture régénératrice grâce aux données. Donc, c'est pas ça qui définit un projet pilote. Ensuite, avec une certaine conscience qu'on avait des sets de données qui n'étaient certainement pas égaux partout sur tous les thèmes,
dans toutes les régions, pour toutes les fermes, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de comprendre quel type de données liées à quel type de KPI étaient les mieux exploitables pour pouvoir avoir un POC, un prototype plutôt, qui fonctionne. Et idéalement sur un KPI important. Mais à la rigueur, c'était presque secondaire, puisque c'est un proof of concept, donc c'est démontrer que la méthode marche. Alors, on a fini, au bout d'un certain nombre de semaines, finalement, de se rendre compte de pouvoir avoir un périmètre sur une région, un type de ferme, et un KPI important, le CO2, pour lequel on avait un set de données qui était suffisamment bon. Et on pourra revenir d'ailleurs dessus plus tard, je pense, sur comment cette approche-là aussi aide une entreprise comme Danone à mieux comprendre comment générer de la façon la plus appropriée et comment dire, purposeful, donc avec une bonne intention, une bonne stratégie finalement de données également. Donc là, on s'est rendu compte qu'on avait des trous dans la raquette sur certains types de données, qu'on avait un set de données qui était bon sur le CO2. Et effectivement, une fois qu'on a pu paramétrer, cadrer le territoire de là où on voudrait faire le pilote, ensuite, ça avance beaucoup plus vite, effectivement. Oui. Mais l'exploration, finalement, c'est toujours, dans des projets d'innovation, la partie la plus importante, la plus déroutante aussi, puisqu'on ne sait souvent pas où on va. Mais non, c'est top. En fait, quand on a vu le set de données de Cool Farm Tool, donc juste pour vous expliquer pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est que Cool Farm Tool. Cool Farm Tool, c'est un outil d'audit qui permet de faire de l'estimation de CO2 sur les exploitations agricoles. Hein, c'est un outil anglo-saxon qui a des avantages et des inconvénients, mais qui se base surtout, comme c'est un outil d'audit, il se base surtout sur beaucoup de variables en fait. Hein. C'est un outil que vous allez pouvoir utiliser en passant 2-3 heures avec un éleveur, en lui posant une tonne de questions, en allant analyser ses coûts de transport, ses machins, le nombre de vaches, le nombre de génisses, etc. Donc, vous posez des tonnes de questions, vous passez 3 heures avec l'éleveur et à la fin, vous avez un estimateur CO2, une estimation du CO2 voilà, qui est une évaluation précise, déterministe, etc. Bon, et évidemment, pour faire un audit, c'est très bien en termes d'outils. Pour faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui est faire une estimation à un niveau d'un pays, définir une stratégie à 5 ans, être capable de définir des plans d'action, ce n'est pas du tout un bon outil. Ce n'est pas du tout adapté. Et donc, en fait, ce qu'il faut assez vite, on s'est convaincu qu'il fallait qu'on simplifie cet outil et en fait qu'on utilise les données dont Danone disposait, justement ces données d'audit, pour qu'on puisse les travailler et les mouliner pour en faire un estimateur statistique plus simple et qui allait nous permettre de faire des cas d'usage beaucoup plus souples en termes de prédictifs. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a fait et c'est ça que je voudrais aussi vous raconter parce que c'est intéressant de voir comment, à partir d'un set de données, on arrive à créer de la valeur. C'est assez semblable à la façon dont on fait de la cuisine. Hein. Vous prenez des ingrédients, vous regardez ce que vous avez dans votre frigo, des carottes, des navets, vous vous dites qu'est-ce que je vais faire, gratte, je vais couper, je vais regarder, je goûte, j'avance, etc. Et à la fin, vous arrivez à avoir un plat qui est une proposition de valeur et qui est utile et qui sert à quelque chose. Donc, la première chose qu'on fait quand on démarre un projet d'ingénierie, un projet d'innovation comme ça, c'est qu'on regarde les données. Bon, et donc là, on avait 500 audits qui avaient été effectués par Danone avec Cool Farm Tool. Et Cool Farm Tool, c'est un outil qui utilise 150 variables différentes pour faire un estimateur CO2. Bon, voilà, on s'est gratté la tête, on s'est demandé un peu ce qu'on allait pouvoir en faire. Et en fait, on a suivi une méthodologie dont la première étape, c'est d'analyser les données, donc en fait, s'approprier le set de données, bien le comprendre. Et ça prend beaucoup de temps. Tous les data scientists vous le diront. Hein, on a l'impression que la big data ou que la data science, c'est magique, ça tombe tout seul. Bah, pas du tout, en fait. Hein. C'est très métier. Vous prenez les données, vous essayez de les comprendre, vous essayez de comprendre à quoi correspond chaque colonne, etc. Et puis ensuite, vous jouez avec, vous mélangez un peu les données. Vous faites de jolies courbes telles que celles que vous voyez à l'écran. Moi, j'aime bien celle de droite, là, qui est la matrice de corrélation. Donc, vous voyez, il y a plein de couleurs partout. Qu'est-ce que ça veut dire, la matrice de corrélation? En fait, là, on a pris, en gros, toutes les variables de Cool Farm Tool et on a regardé les corrélations entre elles.
Voilà. Et donc, vous avez en fait des algorithmes statistiques comme ça qui vous permettent d'avoir le niveau de corrélation. Alors, pourquoi ça a cette tête-là triangulaire? Parce que évidemment, la variable numéro 1, elle est très corrélée à la variable numéro 1. Et donc, c'est pour ça que c'est très bleu. La variable numéro 2 est très corrélée à la variable numéro 2. Bon, c'est très bleu. Et ensuite, vous avez des zones bleues. Donc, vous avez des zones avec des variables très corrélées. Puis, vous avez des zones rouges qui sont des variables très anticorrélées. Et donc, vous pouvez voir, en fait, déjà, vous avez une bonne idée de est-ce que vous êtes dans un environnement où en gros les variables ne se voient pas, les paramètres sont tirés complètement au hasard, ou au contraire, est-ce que vous avez des variables qui s'expliquent elles-mêmes voilà, donc ça vous donne en fait un tapis persan, mais en fait, derrière ce tapis persan, vous avez des informations qui commencent et qui vous permettent en fait de vous familiariser avec le jeu de données que vous avez. Voilà. La deuxième type de méthode qui est aussi très utilisée pour arriver à s'approprier les données, c'est de faire ce qu'on appelle du clustering. Donc, vous faites des graphes dans tous les sens, vous essayez de comprendre un peu en fonction de, voilà, vous voulez catégoriser. Donc, on a catégorisé les différentes données par type d'émission carbone, par pays, voilà, vous essayez de faire en gros de la business intelligence dans tous les sens. Et puis, vous essayez de comprendre petit à petit comment fonctionne ce jeu de données, qu'est-ce qu'il a derrière et qu'est-ce que ça signifie. Et puis, un des gros, travaux aussi qu'on a dû faire avec Danone, c'est tout le travail d'agrégation. Parce qu'il est inutile de vous dire que ces données-là, elles ne sont pas dans un système d'information tout propre, tout nickel, bien rangé dans un endroit. Pas du tout. Elles sont dans des tonnes de tableaux Excel variés dans plein de pays du monde. On a même été obligé de traiter des données en russe. Bon, donc vous avez et puis il y a des données qui manquent, comment vous traitez les manquants, etc. Donc toute cette phase de préparation de données, cette phase d'analyse de données, elle est loin d'être négligeable. Je dirais que c'est comme ça que vous arrivez à créer du team building et à créer un vrai groupe de travail entre le métier et les data scientists. Les data scientists montent en expertise sur le métier et les experts commencent à comprendre quelle est la valeur de leurs données et où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette. Voilà. Donc, je dirais que déjà, cette première étape, elle est importante et finalement, elle débouche sur quoi? Elle débouche sur une première simplification du modèle de Cool Farm Tool, sur 88 paramètres, tous numériques, très normalisés et sur lequel et déjà où vous avez déjà défini des routines de pré-traitement entre l'outil Cool Farm Tool et ce que vous voulez en faire. Et donc, vous arrivez derrière avec un set de données de 88 paramètres numériques sur lequel vous êtes confiant et à partir duquel vous allez pouvoir travailler. Cette deuxième étape de travail, comme on voulait faire un estimateur statistique à partir de ces 88 variables, quand vous faites un estimateur statistique, le vrai sujet, c'est de se poser la question entre la simplicité et la précision. Simplifier un modèle, bon, pourquoi pas? La question, c'est jusqu'où vous le rendez simple. Donc, vous avez 88 variables, vous sentez bien que parmi ces 88 variables, tous n'ont pas le même poids dans le calcul du CO2. Voilà, vous pouvez toujours les trier par ordre de poids, mais en même temps, les variables sont corrélées entre elles, donc c'est compliqué. Et donc, comment fabriquer un bon estimateur à partir d'un panel? Comment est-ce qu'on concilie au mieux simplicité et précision? Et là, c'est là que les mathématiques ont un petit côté magique, c'est quand même que vous avez un algorithme qui existe, qui s'appelle le lasso, que moi je ne connaissais pas, j'avoue, avant ce POC, donc j'ai quand même appris aussi beaucoup de choses, qui s'appelle le List Absolute Shrinkage and Selection Operator. Voilà, et ce lasso, en fait, a la propriété assez magique de prendre le nombre de variables et de le réduire de manière optimale en essayant d'optimiser la précision de ce que vous essayez de prédire. Donc, typiquement, les émissions de CO2. Et donc, tous les petits points que vous voyez là sur le graphique de droite, c'est en fait l'algorithme qui réduit le nombre de variables. Il passe de 56 à 53, 51, 48, etc. Et à chaque fois, il reconstruit un modèle pour voir quelle est l'erreur minimale qu'il est capable d'atteindre. Et à un moment, évidemment, l'erreur augmente. Parce que, évidemment, si les estimations de CO2, ça va être difficile d'estimer avec 2 paramètres. Par contre, vous voyez que vous êtes encore capable d'estimer parfaitement avec 30 paramètres. Mais à partir de 21 paramètres, ça commence à monter, etc. Et donc, là, vous avez en fait une visibilité
de la simplificabilité de votre modèle. Est-ce que c'est un modèle qui est complètement aléatoire et donc vous allez avoir beaucoup de mal à le simplifier? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un modèle qui traduit des effets physiques, physiologiques, biologiques, etc. Et vous allez pouvoir en fait réduire ce modèle à un nombre de paramètres explicatifs, concrets et qui correspondent en fait véritablement à ce qui se passe, au métier. Hein. Et donc, la magie du lasso, c'est qu'il vous fait une recommandation. Il vous dit, ben, en fait, ce que vous devriez faire, c'est réduire à 17 paramètres, parce que 17 paramètres, c'est le meilleur rapport qualité-prix entre la simplicité et la précision. Voilà. À 17, vous êtes bien, vous êtes parfaitement. Vous augmentez, vous avez réduit beaucoup votre dimensionnalité. Et en même temps, vous avez perdu pas beaucoup de précision. Et à 17 variables, vous êtes optimal. Donc ça, c'est les maths. Hein. Ça, c'est vraiment les maths. Ensuite, il y a le métier. Alors, quand vous arrivez avec vos 17 paramètres et que vous allez voir le métier, ils vous disent non, mais en fait, on ne travaille pas comme ça, nous. En fait, nous, on est les maths, c'est bien, mais en fait, nous, déjà, ces paramètres-là, ils veulent rien dire. En plus, dans vos paramètres, là, il y a la production laitière et la production laitière, évidemment que ça joue sur les CO2. Enfin, on n'a pas besoin de vous pour le savoir. Bon, voilà. Donc, il y a un petit côté, échange un peu musclé entre les mathématiques et le métier. À la fois parce qu'il faut prendre en compte des usages et que dans les usages, c'est le métier qui a raison. Hein. Ce n'est pas les maths qui ont raison, même si il y a des paramètres qui sont influents. Et si le métier dit oui, mais ça, on ne peut pas. On ne peut rien y faire. Je prends un exemple. Si par exemple, vous avez une influence forte du climat, le métier vous dit mais ça ne m'intéresse pas. Donc, je n'ai pas d'intérêt à intégrer ces paramètres dans le modèle final. Ça ne va pas me servir. Eh bien, vous écoutez le métier. Donc, en fait, ce que vous faites dans cette étape 3, c'est que vous affinez votre modèle avec le métier, vous le faites goûter à des goûteurs, hein, si on reprend la métaphore culinaire, et puis le goûteur, il vous dit, il y a trop de sel, donc vous rajoutez du sel. Voilà. Il faut prendre en compte les usages cibles, il faut prendre en compte aussi les contraintes du métier, il faut prendre en compte les habitudes du métier, même si le métier travaille, entre guillemets, mal, même s'il a des mauvaises habitudes, eh bien, il peut être, et il est souvent, plus intelligent de rajouter des paramètres inutiles dans le métier, inutiles dans le modèle, ou en gros pas inutiles, mais qui ont un poids moins fort, mais qui vont faire plaisir au métier et qui vont lui permettre de rester dans sa zone de confort et de continuer à travailler comme il travaille, plutôt que d'essayer de se battre en expliquant au métier qu'il a tort et que c'est nous qui avons raison, etc. Voilà, donc on voit bien là toute la tension qu'il peut y avoir entre une approche objective, mathématique, et une approche, entre guillemets, experte, empirique, mais qui correspond aussi à un historique, à des habitudes, et qui a autant de notions de vérité que les maths. Sauf que c'est un autre type de vérité. Et qui peut-être aussi effectivement utilise certains paramètres qui sont moins importants pour ce modèle-là, mais qui vont être importants sur d'autres aspects de ce métier-là, d'autres mesures que l'on peut faire voilà, d'autres paramètres sur lesquels on communique ou dont on a besoin de faire le suivi, même s'ils sont moins importants pour celui-là. C'était juste pour réinteragir et souligner effectivement, même si ça peut paraître une évidence, l'aspect collaboratif de ce type de projet. Donc, travailler au design du système avec nos équipes, en particulier achats, en particulier données, en particulier les personnes qui sont au niveau de la définition des stratégies, de nos stratégies d'amélioration avec les fermiers au niveau européen, si je me souviens bien, voire zone. Donc ça, c'est ce qui permet vraiment d'être au cœur de ce métier, comme tu l'as abondamment dit, et de préparer surtout l'adoption. Encore une fois, dans ce cas-là, comme dans tous les cas d'innovation, la co-création et l'embarquement des équipes très opérationnelles est quand même un garant du succès dans tous les cas. Et la préparation, je veux dire, Damien est une grosse machine, donc on a préparé tout ce projet-là avec les interactions équipe-projet à un certain niveau et qui, encore une fois, permet de mettre le pied à l'étrier avec d'autres équipes opérationnelles qui sont encore plus proches du terrain. Dans différents pays. Là, on a eu pas mal de focus autour de l'Espagne, il me semble.
Potentiellement, la France pourrait suivre, la Russie pourrait suivre, n'importe quel pays potentiellement peut suivre derrière. Mais on a le noyau dur d'une équipe interne qui est vraiment dans le métier, qui comprend quels sont les paramètres intéressants et à qui on a apporté, je crois qu'on va revenir dessus, une nouvelle façon de percevoir cette thématique de mesure des émissions de CO2 et de son amélioration. Vas-y, continue. Non, mais ce qui est aussi fascinant à cette étape-là d'affinage du modèle par le métier, c'est que le métier s'empare du modèle. Parce que notre modèle statistique, bon, vous avez vu, il est sympa avec le lasso, etc., mais ça reste un modèle. Et puis, ça reste un modèle première version. Hein. C'est un modèle qui est quand même assez simple. Il y a beaucoup de corrélations qu'on n'a pas encore pris en compte. On peut l'enrichir encore avec beaucoup de modélisation métier, justement, empirique, avec des avis d'experts, avec des choses comme ça. Donc ça reste un modèle qui est volontairement très simple. Et quand on a commencé à discuter avec les équipes du métier, ils ont commencé à challenger le modèle. Ils ont ouvert le capot, ils nous ont dit, mais est-ce que vous prenez en compte ceci, cela, etc. Ils ont très bien compris. Et en fait, il y a une sorte de co-création et d'appropriation du modèle lui-même et de ses limites et du fait qu'un modèle, c'est toujours un choix. Hein. Faire de la modélisation, c'est toujours faire le deuil. On peut pas représenter le réel à l'infini. On est toujours dans l'usage, l'utilité. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Voilà, ça c'est notre phrase fétiche qu'on a dû répéter à peu près 700 fois pendant le POC. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Et donc, justement, cette confrontation au métier, elle est absolument clé pour arriver à figer un modèle définitif. On se met d'accord sur les 13 paramètres utiles sur le métier, ce qui permet ensuite de tester le modèle. Et donc ça, c'est aussi intéressant, c'est que vous faites un modèle imparfait, nécessairement imparfait, mais qui satisfait à la fois les matheux et le métier. Et ensuite, vous le testez et vous regardez le niveau d'erreur que vous avez par rapport à votre modèle, entre guillemets, parfait, votre modèle de base, donc le modèle de Cool Farm Tool. Et en fait, on arrive à une estimation qui est finalement, pour un modèle aussi, je dirais, simple que celui-là. Pour un modèle de cette taille, on arrive à un R2 de 0,14. Bon, sans rentrer dans le détail, c'est plutôt pas mal, on va dire. Alors, on peut aller chercher plus de précision, mais c'est un très bon début et c'est très prometteur pour la suite d'avoir ce premier niveau de modélisation qui permet en fait de pouvoir justement prototyper dans de bonnes conditions et avec confiance pour arriver à l'étape 5. Et l'étape 5, c'est comment est-ce qu'on transforme un modèle en usage, parce que pour l'instant, on est encore au niveau de la modélisation. Et comme vous l'avez vu, l'usage, en fait, réduit encore le nombre de paramètres à 6 paramètres de simulation. Et ces 6 paramètres de simulation, là, pour le coup, c'est véritablement les paramètres les plus utiles pour le métier, ceux avec lesquels ils sont capables de se projeter, et la façon dont on va scénariser le modèle. Hein, on scénarise le modèle, comme vous l'avez vu, dans différents cas d'usage. Un cas d'usage interne où on planifie en fait une stratégie en interne, et un cas d'usage plutôt collaboratif où on va travailler avec l'éleveur pour, au niveau de la ferme, travailler ces différents leviers. On va travailler à 3 niveaux géographiques différents et on va travailler sur 6 paramètres de simulation qui sont les plus pertinents pour le métier. Donc, il y a encore un travail d'affinage et de retravail avec le métier pour arriver à sortir la substantifique moelle du modèle, à quoi il sert, dans quel contexte il peut servir pour arriver à prototyper les cas d'usage. Voilà comment on part d'un set de données pour arriver jusqu'à un prototype métier utile, utilisable, et qui ensuite peut permettre de faire de l'industrialisation d'outils et de permettre de faire des outils d'aide à la décision pour les déployer, auprès des utilisateurs. Voilà, on a pas mal de questions et on arrive à 45 minutes. Donc, Damien, je te laisse réagir et puis on a le mot de la fin et ensuite on essaiera de répondre à vos questions. Oui. Voici. Oui, non, tout à fait. Tu m'as pris par surprise en skippant un des derniers slides. Tout à fait. Non, mais on a conclu ce POC sur la fin de l'année dernière. Hein. Maintenant, la question qui se pose, vraiment dans laquelle on est en pleine discussion avec Jérémy, c'est comment on va continuer à étendre
comment on va capitaliser sur ces premiers essais de modélisation, en se concentrant sur le CO2 pour élargir la question à beaucoup plus de KPI. Donc, effectivement, le CO2, c'est un paramètre dans les fermes. On va en avoir beaucoup d'autres. Alors, je ne suis pas un expert, mais si je situe, rappelle-moi, Jérémy, on était sur Animal Welfare, on était sur 4 ou 5 autres. Oui, oui. Enfin, en fait, on va enrichir le modèle avec, avec d'autres données techniques, typiquement Animal Welfare, donc bien-être animal, et des données de production et des données économiques sur l'exploitation agricole elle-même. Donc, en gros, trouver des corrélations typiquement entre… on va faire de la modélisation de troupeaux, par exemple. Donc trouver des corrélations entre l'évolution des troupeaux, l'évolution du CO2, la production laitière, la productivité. Enfin, c'est des KPI qui sont plus de dimension économique et qui permettent de faire des liens avec les indicateurs environnementaux. Ça, c'est la prochaine étape. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà, passer à cette étape supplémentaire pour enrichir le système et commencer à embarquer plus d'équipes opérationnelles pour un déploiement plus large de l'outil, puisque pour l'instant, effectivement, on s'est limité à un prototype. On va enrichir ce prototype pour avoir pour être plus holistique. Il y a toujours un danger quand on commence à modéliser, de modéliser juste une partie et finalement, on est content, on diminue son CO2, mais on massacre sa productivité ou on diminue, par exemple, le bien-être animal. Donc, toujours essayer d'avoir une logique système dans tout ce qu'on construit. Et donc, la modélisation, si on peut avoir une modélisation sur le système, évidemment, on sera dans une posture beaucoup plus adaptée, beaucoup plus performante par rapport à cet objectif d'implémentation et d'accélération de l'agriculture régénératrice, n'oublions pas ça. Il y a le système, c'est le système farm, système ferme, que l'on essaye d'améliorer. Ce n'est pas seulement un KPI en particulier. Donc voilà, 2 directions pour nous quand on regarde l'avenir. Industrialiser le premier prototype que l'on a et discuter sur comment regarder le système ferme de façon plus holistique, avec les autres KPI que nous suivons déjà, mais pour introduire cette simulation dans un sens plus large. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer aux questions, réponses. Damien, je ne sais pas si tu les vois, les questions. Je peux essayer de les voir. Tu les vois, toi? Oui, oui, moi je les vois. Alors, il y a un premier jeu de questions sur l'outil Cool Farm Tool qui est utilisé pour estimer le CO2. On a une question, pourquoi le choix de Cool Farm Tool? Pourquoi pas Carbone Agri qui entre dans la méthodologie validée label bas carbone? Quels sont les types de données sur les fermes qui sont dans cet outil Cool Farm Tool et quel est l'outil utilisé pour mesurer l'impact carbone? Donc, alors, il y a effectivement, alors moi je vais donner mon avis on va dire, d'entreprise neutre par rapport aux outils d'estimation carbone. Notre visibilité du marché, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de méthodologies d'estimation carbone qui sont disponibles sur le marché. Il y a effectivement une norme française développée par l'IDEL qui est CAP2ER et qui permet de faire de l'estimation carbone suivant une certaine méthodologie. Et puis, il y a d'autres méthodologies, dont celle de Cool Farm Tool, qui est pour le coup une méthodologie plus anglo-saxonne et qui est très orientée autour des actions des acteurs de l'agroalimentaire, puisque aujourd'hui, la Cool Farm Alliance regroupe, si vous allez sur leur site et vous verrez en fait les acteurs qui ont rejoint la Cool Farm Alliance, regroupe beaucoup d'acteurs de l'agroalimentaire qui souhaitent justement être capables de faire de l'estimation carbone sur la production agricole. Alors, pourquoi est-ce que Danone a choisi Cool Farm Tool? Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est un choix… Pardon? Ne me demande pas. Bon, mais je pense savoir, je pense que Danone a choisi Cool Farm Tool à un moment où il y avait
peu d'alternatives, voire pas d'alternatives pour faire de l'estimation carbone. C'est un choix qui a été fait il y a plusieurs années maintenant, il me semble. Voilà, à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas de méthode alternative. Je ne saurais pas pronostiquer qui va gagner dans la guerre des estimateurs CO2. J'aurais tendance à dire que c'est un peu comme les modèles climatiques, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tout ça converge et finalement, les chercheurs se mettent d'accord sur une modélisation qui est la plus efficace possible. Donc, pour l'instant, il y a plusieurs modèles. Effectivement, on a travaillé sur Cool Farm Tool. On aurait tout à fait pu travailler sur Cap2Er. Il n'y a pas de toute la méthode que je vous ai montrée là est totalement agnostique en termes de set de données. Hein. Il n'y a pas de biais quoi, qui est lié à cette méthode-là. On peut peut-être… il y a plein d'autres questions, on essaie de y répondre. Oui. Tu avais d'autres questions que tu voulais regarder en priorité, comme on fait… Alors… Sinon, je vais commencer, je vais les prendre en désordre, hein. Je suis désolé pour l'audience. Vas-y, je vais même prendre la dernière pour commencer, rien sur la biodiversité et la fertilité des sols. Tout ça, c'est des sujets que l'on regarde de plus en plus. Je pense que comme beaucoup, pour être un tout petit peu humble sur ces sujets-là et se rendre compte que en tant que grand groupe, on avance pas à pas. Donc, est-ce qu'on regarde tout dans tout type de ferme avec lequel on interagit? Est-ce qu'on le fait suffisamment? Certainement pas encore. Hein. Alors, tout ça, c'est des choses qui se mettent en place. On a des programmes régénératifs, d'agriculture régénérative aussi au-delà des fermes dairy. Et par exemple, les démarches sur la biodiversité se font de plus en plus aussi dans le cadre des fermes qui sont, que je qualifierais plutôt végétales, hein, autour de… Danone est extrêmement actif aussi sur ce que l'on appelle les produits végétaux, donc plant-based, les laits végétaux par exemple, donc biodiversité dans les champs d'amandes par exemple, quelque chose que l'on fait déjà. On a aussi pas mal de sujets de plus en plus de sujets évidemment sur les sols. Je crois qu'il y avait une autre question tout à l'heure sur comment est-ce que l'on peut pas simplement mesurer les émissions de CO2, mais également la captation de CO2. On va utiliser de plus en plus des outils de diagnostic et des approches diagnostiques sur la qualité du sol pour pouvoir mesurer cette amélioration de qualité du sol, aussi bien sur sa biodiversité interne que sur sa captation de carbone. Donc ça, c'est pour répondre rapidement sur certaines questions. Sur la dernière question qui a été posée, effectivement, je crois que le Cool Farm Tool est essentiellement sur les émissions de CO2. Et objectivement, si on regarde la priorité, n'étant pas spécialiste quand même, je tiens à le souligner ici, du sujet, mais je pense qu'il y a une forte priorité quand même sur mesurer, contrôler, diminuer les émissions de CO2, davantage que la captation. Mais la captation, en particulier ce que le sol est capable de faire, c'est des choses que l'on regarde par ailleurs aussi sur d'autres types d'exploitation. Je ne sais pas si tu en as spoté une autre, Jérémy. Combien de temps pour aboutir à ce POC? Il y a 2 personnes qui nous ont demandé ça. Alors, il y a eu le Covid au milieu, donc ça nous a un petit peu perturbé en termes de timing, mais je dirais que globalement, on a mis 3 à 4 mois. Voilà. Il me semble que c'était à peu près ça. Je pense que si pour être un tout petit peu plus précis, oui, voilà, je pense qu'on va mettre 5-6 semaines avec l'été au milieu, hein, essentiellement pendant l'été quand même, sur cette première phase d'exploration. Et ensuite, j'ai envie de dire, l'essentiel de la modélisation, ça a été 6 semaines. C'est ça. Moi, j'ai une question de Marie-Cécile Dama, si je prononce bien. Visibilité pour le consommateur. Donc ça, c'est une super question. J'ai envie d'élargir plus que par rapport au POC lui-même, que le POC était vraiment dans une logique d'aide au métier qui est en contact avec le fermier pour nous aider à améliorer les pratiques vers moins d'émissions. La visibilité pour le consommateur, c'est un énorme sujet par rapport à l'agriculture régénératrice. Moi, j'aime, au travers de beaucoup d'autres projets, je suis aussi très au contact avec le consommateur. On se rend bien compte que, d'abord, il y a cette demande
des consommateurs, des citoyens, j'ai envie de dire, je déteste le mot consommateur, vers plus de sustainability, plus de pratiques durables dans l'agroalimentaire. Le bio commence à être bien connu, et je pense qu'on le voit tous, y compris on adopte tous de plus en plus, et même dans cette audience, aussi dans cette audience, le bio en tant que pratique alimentaire. Par contre, si on va parler d'agriculture régénératrice aux consommateurs, il ne comprend rien, et c'est absolument parce que c'est. On sait par ailleurs, ceci dit, que la demande de traçabilité, et surtout même de transparence, est de plus en plus grande. Donc, ce type de démarche que l'on fait actuellement avec Green Data et avec beaucoup d'autres, on travaille aussi avec des éléments dans la blockchain, c'est comment communiquer. Non, il ne s'agit pas de communiquer, il s'agit d'être transparent. C'est-à-dire qu'on pousse des nouvelles pratiques, on implémente, on veut rentrer dans un paradigme beaucoup plus régénératif qui va prendre du temps. Il faut être encore une fois très humble sur ce que des grands groupes comme Danone, comme tous les grands groupes sont capables. On a tout un historique à gérer. On ne peut pas demander à toutes les fermes d'un jour ou l'autre de passer à du level 3 régénératif organique, ce n'est pas possible. Donc il faut accompagner tout ça. Ce n'est pas que de l'environnemental, c'est du social également. Donc accompagner, mais ensuite également engager le consommateur, engager le consommateur dans cette démarche. L'expliquer, montrer qu'il y a une urgence d'être plus régénératif et lui dire soutenez les organisations, et peut-être pas que Danone, et surtout pas que Danone, les organisations qui promotent cela. Qu'il y inclut potentiellement, possiblement, pas forcément uniquement, mais également des carbon scores. On travaille avec une organisation qui s'appelle How Good, qui a une démarche de scorer les produits par rapport à, juste pour vous le dire, un peu la dimension, eux ont un algorithme qui permet de prendre en compte plus de 130 KPI, qui soient environnementaux et sociaux également, sur les ingrédients eux-mêmes et ensuite sur le calcul d'un impact score sur les produits eux-mêmes. Donc, juste pour abonder dans le sens de la transparence, impliquer le consommateur dans cette démarche-là. Et la transparence sont deux sujets complètement essentiels. Je prends juste une question de Marie-Laure. Comment se mesure le bien-être animal? Quels indicateurs concrets? Donc, ça, c'est pour l'étape suivante. Le bien-être animal chez Danone, il se mesure sur la base d'une méthodologie avec une 50aine d'indicateurs, des scores. Voilà, donc sans rentrer dans le détail, je crois que ça doit être conforme à des standards internationaux pour l'évaluation du bien-être animal. Après, il y a beaucoup de questions. Bon, alors si on ne peut pas répondre à toutes les questions, on essaiera d'y répondre. Oh là là, il y a des questions qui se rajoutent au fur et à mesure. Alors, je vais en prendre une, juste pendant que tu en cherches une autre. Quelle est votre définition d'agriculture régénératrice? Ça, c'est une vaste question, et j'ai envie de dire même que les scholars dans le domaine refusent la mise en place refusent. Il y a beaucoup de débats dans les penseurs de l'agriculture régénératrice. Il doit y avoir un label, pas de label, une définition, pas de définition. Unilever est sorti il y a quelques jours avec leur définition de l'agriculture régénératrice. Je ne crois pas que Danone ait encore publié de façon officielle une définition de l'agriculture régénératrice. Je pense que c'est aussi un continuum. On parle de différents niveaux d'agriculture régénératrice. Donc, je ne vais pas répondre je vais pas répondre avec je vais pas donner une réponse que je n'ai pas moi-même. Je ne suis pas non plus forcément le mieux placé pour la délivrer. Mais c'est vraiment une question qui anime énormément de monde dans ce domaine-là. Je pense qu'on voit tous un espèce de hype de ce terme, régénérative agriculture, voire régénérative business. Qu'est-ce que ça veut dire en termes environnementaux, qu'est-ce que ça veut dire en termes social, etc. Donc, c'est très riche et je vais plutôt souligner le risque. Et effectivement, le risque, c'est que des organisations, en particulier les grandes organisations, s'en emparent trop et il y a un gros risque, pour le dire court, de greenwashing. Donc, il ne faut pas que finalement on délaye le message et la promesse que porte l'agriculture régénératrice pour que les entreprises, en particulier les incumbents, y compris nous, se targuent de s'y associer, mais le fassent qu'à minima. Quand on entend des Cargill, par exemple, juste pour prendre un des pires, donner leur intention ou s'engager dans l'agriculture régénérative, je pense qu'il doit y avoir vraiment des garde-fous pour que
la promesse soit respectée et qu'on évite le greenwashing, qui perdra aussi la confiance du consommateur. Donc, c'est un enjeu très, très fort et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dynamisme autour du terme et de ces concepts-là. Et le grand danger, c'est que ce soit vraiment, comment dire, trop de greenwashing. Donc, une grande attention pour la communauté active là-dedans, à ce que ça ne se produise pas. Je vais juste aller rapidement sur l'accompagnement, sans être spécialiste non plus, mais comme je parle beaucoup avec nos équipes sourcing, l'accompagnement avec les fermiers. Donc, Danone est très associé avec ces fermiers et c'est vrai qu'on a différents mécanismes finalement qui financent ou cofinancent, mais qui financent aussi en bonne partie, je crois, l'aide aux fermiers avec qui on travaille. Donc, il ne s'agit pas, c'est là où je trouve c'est intéressant le type de démarche qu'on a pu avoir, c'est que ce soit Danone, au travers de programmes tels qu'on l'a suivi avec Green Data et quelques autres. On propose des proof of concept avec les fermiers. Danone couvre le coût de ce type d'implémentation, de test déjà. On ne demande absolument pas aux fermiers de payer pour ce type de pilote. Donc, on couvre le coût nécessaire et ensuite, on travaille avec le fermier pour reporter toute ou partie des coûts d'implémentation de ces solutions sur, par exemple, le prix du lait. Donc, je ne veux pas trop dans l'absolu parce que ce n'est pas mon domaine, mais je sais que ce sont des mécanismes de base qui sont en général suivis pour aider des fermiers qui n'ont effectivement pas toujours la possibilité financière d'implémenter des solutions innovantes, connectées, digitales, etc. dans les fermes. On sait que c'est compliqué. Alors, juste une question technique. Quel est le niveau d'erreur à 6 paramètres dans le lasso? Donc, en fait, ce n'est pas 6 paramètres auxquels on descend, c'est plutôt 13. Et le niveau d'erreur, je l'ai expliqué en slide 4. Donc, il y a un R2 de 0,74 qui est plutôt bon. Et ensuite, l'objectif, c'est de faire une deuxième version de ce modèle-là pour aller chercher justement un R2 qui est meilleur, typiquement en intégrant la corrélation entre les différentes variables. Voilà. Et ensuite, la question, quand on passe de 17 à 6 dans le prototype, qu'est-ce qu'il advient des paramètres non sélectionnés? Les paramètres non sélectionnés, ils sont toujours là, évidemment. Donc, vous avez un modèle en fait, qui fonctionne avec 13 variables. Et ensuite, vous pouvez jouer avec ces variables parce que vous pensez que l'usage est intéressant sur ces 6 variables. On pourrait en mettre 7, 8, 9. Mais là, on est vraiment dans des sujets d'interface. Petite question, je reprends la dernière. Là, quelles sont les plantes avec lesquelles vous souhaitez développer vos connaissances sur la fertilité des sols? Donc, on rentre donc dans différents… Si on regarde le portfolio de Danone, on est actuellement très actif sur ces domaines-là dans la filière soja, en particulier aux États-Unis. J'ai envie de dire, si je regarde le type de portfolio et de crops, de plantes que l'on utilise dans nos produits, on va avoir le soja, on va avoir l'amande, on va avoir l'avoine beaucoup. Je crois qu'on a les laits de coco, donc la noix de coco, par exemple. Donc ça, c'est quelques exemples sur lesquels on va travailler. On va prendre différents aspects pour l'instant. Ça peut être des thématiques d'eau, de préservation de l'eau. Ça peut être des thématiques de séquestration carbone dans le sol, je l'ai déjà mentionné. Et encore une fois, sans être expert, je ne vais pas l'avoir dans tous, mais fertilité des sols, voilà, je citerai ce type de crops en particulier. Une question de Guénolé, quels ont été les sujets les plus difficiles pour Danone lors de la phase de maïeutique? Moi, je peux peut-être répondre de mon point de vue. En fait, déjà, les sujets difficiles, ça a été aussi pour nous. Ça a été pour Danone et ça a été pour nous. Je pense que le sujet le plus difficile, ça a été de comprendre ce qui existait et quel était l'actif de Danone à la fois en termes de données et en termes d'outils.
On s'est orienté dans un premier temps sur l'idée d'avoir une approche très vite systémique sur des outils. Et en fait, au milieu de la maïeutique, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des outils qui existaient, il y avait déjà Farmbook, il y avait déjà un certain nombre d'outils qui permettaient de piloter un certain nombre d'indicateurs. Et donc, ça ne servait pas à grand-chose de faire un POC qui permettait de reproduire ces indicateurs. Et donc, on a pivoté en pleine maïeutique le cadre du POC en se disant qu'il fallait qu'en fait qu'on travaille les données de CO2. C'est là qu'on a eu l'idée de faire un estimateur simplifié CO2 et c'est là qu'on a travaillé, qu'on a approfondi le sujet de CO2. Donc, je dirais qu'en fait, ça a été plutôt un travail itératif, voilà, comme toute bonne maïeutique. Hein. On a fait 4-5 ateliers et à chaque atelier, on a détruit ce qu'on avait fait à l'atelier d'avant à peu de choses près. Enfin, pas détruit, mais disons qu'on a capitalisé sur le fait de pouvoir avancer petit à petit. Voilà. Je ne sais pas, Damien, si tu veux. Non, c'est une démarche d'exploration, donc bien sûr, c'est avancé à tâtons. Et c'est vrai que non, par rapport aux cultures d'entreprise telles qu'on peut les avoir chez Danone ou dans les grandes entreprises, hein, c'est vrai qu'on a beaucoup plus l'habitude de travailler sur des schémas avec beaucoup plus de certitude. Quant à l'outcome, et il y a toujours un peu cet inconnu au départ de tâtonner, de ne pas savoir ce à quoi va ressembler finalement le prototype ou le produit final quand on commence un projet. Donc ça, ça fait partie du jeu et ça fait partie aussi de la culturation de nos équipes pour aller dans ce type de démarche de façon davantage, puisque si on ne démarre des projets qu'avec des certitudes, en général, on ne change pas grand-chose. C'est un principe de base. On en fait une dernière, Jérémy. On est désolé, on ne va pas pouvoir répondre à tout parce que donc Damien, je te laisse choisir. Ouais, alors, attends. Je peux essayer de prendre la question, ou même en couvrir peut-être deux pour terminer. Quelle rentabilité économique pour les éleveurs? Alors, je ne vais pas aller dans le détail de ça parce que je ne le connais pas. Maintenant, en termes d'évolution et de dynamique, je pense que mon impression, encore une fois, de non spécialiste dans l'agroalimentaire, mais par rapport aux conversations que l'on peut retrouver dans cet écosystème agroalimentaire, la promesse de l'agriculture régénératrice, c'est d'apporter aussi de la rentabilité par les fermiers. Je n'ai jamais entendu quelqu'un, un penseur, un influenceur dans l'agriculture génératrice qui pensait qu'on devait avoir un compromis sur la rentabilité. Au contraire, l'agriculture régénératrice ou les concepts qui y sont liés apportent une rentabilité, même au niveau de la ferme, qui doit être supérieure. Une rentabilité, mais pas que, aussi un well-being du fermier et puis l'impact environnemental. Donc, pris stricto sensu et dans les directions et dans le design des expérimentations qu'on peut faire dans ce domaine-là, il ne s'agit pas de faire des compromis économiques, ce qui ne veut pas dire qu'en termes de transition, oui, la transition a un coût. Et c'est là que les entreprises telles que Danone ont un rôle à jouer pour accompagner ces fermiers, y compris d'une manière économique, de manière financière, dans leur transition. Okay. Donc, je pense que on est surtout dans une nécessité. Donc, les fermiers l'agroalimentaire doit s'engager dans la transition et l'écosystème doit collaborer ensemble pour permettre cette transition, en ayant évidemment en tête la rentabilité pour tous et en particulier pour les fermiers. D'où l'idée aussi, pour recouper sur le travail qu'on a fait avec Green Data, c'est comment, au travers de la donnée, au travers de la technologie, on peut faciliter
ces transitions en termes financiers. Oui. Juste pour finir sur un point, rentabilité économique, c'est aussi comment les fermiers sont des hommes comme les autres, des femmes comme les autres, pardon. J'ai trouvé intéressant une annonce qui a été faite par le gouvernement anglais il y a quelques jours sur payer les agriculteurs anglais âgés pour partir à la retraite. Pourquoi? Pour favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de fermiers qui soit plus ouverte aux enjeux environnementaux, qui soit plus ouverte à de nouvelles pratiques et qui finalement rendent ce secteur encore plus dynamique et plus prêt à s'engager sur un nouveau paradigme qui serait celui régénératif. Donc c'est intéressant puisque chaque milieu a aussi ses lenteurs et le monde des entreprises certainement aussi, mais celui des fermiers aussi. Et donc il y a aussi beaucoup de schémas mentaux à casser. Et je vais peut-être m'arrêter là. Oui, là on va juste sur ce sujet de la simulation financière qui est quand même un sujet, moi, qu'à titre personnel, j'adore de manière absolue puisque c'est quand même c'est presque notre ADN, la simulation financière. On a démarré dans la simulation financière. Les premiers modèles qu'on a faits sont des modèles de compte de résultats d'exploitation agricole, d'élevage, etc. On a beaucoup travaillé avec le Crédit Agricole sur ce sujet-là. Donc, moi, j'ai hâte de pouvoir travailler sur le sujet du couplage entre la simulation financière et la simulation environnementale. Et je pense que le sujet de la modélisation pour accompagner les transitions, c'est quand même un sujet dont on n'a pas fini de discuter. Voilà, ce qui me permet de faire une petite transition sur la fin en remerciant 1000 fois Damien pour sa participation. On a explosé le temps qui nous était imparti, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre vos questions, les questions auxquelles on n'a pas répondu, et on va vous répondre par mail dans la mesure du possible. On voudrait évidemment vous remercier pour votre participation, pour vos questions et pour votre intérêt sur tous ces sujets-là. Merci encore à nouveau, Damien, pour ta participation et pour ton intarissable enthousiasme pour l'agriculture régénérative, pour l'innovation, etc. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour transformer l'agriculture. À tous, je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous The Green Data qui aura lieu, je ne sais pas quand, mais on vous tiendra au courant. Et si vous souhaitez, on a enregistré ce webinaire, ce qui fait que vous pourrez le revoir en vidéo autant de fois que vous voudrez, la nuit, quand vous avez des insomnies, pour bien tout apprendre par cœur. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain événement. Et je vous dis à très bientôt.